Salut, chers booksters, Fiona C à l'antenne. Aujourd'hui, premier épisode, on va faire une book review sur le livre Les cultures noires d'Amérique centrale d'Ève Desmazières, des éditions Cartala. Tout d'abord, ce livre, j'ai énormément aimé en fait. Et franchement, c'est le style de livre que j'ai vraiment du mal à ne pas terminer. C'est vraiment sur les cultures noires, mais depuis l'esclavage jusqu'à maintenant. Et on va voir un peu leur évolution. Tout d'abord, bon, Madame est très reconnaissante puisqu'elle fait un salut à ses parents, à son amie qui est documentaliste et à d'autres personnes. Ah, il y a le prénom de ma grande sœur, Natacha. Pour leur patience, ça veut dire que la meuf, elle est très chiante ou alors très stressée. Bon, alors, on va continuer. Il y a l'introduction. Mais d'abord, j'aimerais bien vous lire le résumé pour que vous me disiez si c'est un résumé qui vous parle. Pourquoi je vous vois en fait? On est dans la même team. Délaissée durant des siècles par les administrations centrales, la côte atlantique d'Amérique centrale, du Belize au Panama, s'est développée en direction des Antilles au point qu'on parle actuellement pour cette zone de Caraïbes continentale. L'une de ses caractéristiques est d'être peuplée principalement de Noirs dont l'histoire est peu connue. Finalement, dès le premier paragraphe que je vous ai lu du résumé, vous pouvez voir qu'on va parler de plusieurs îles des Caraïbes et, parce qu'on vous parle des Antilles, on va vous parler des Caraïbes continentales, c'est-à-dire l'Amérique centrale, les pays d'Amérique centrale, et principalement des Noirs. Donc on va vous parler d'une histoire peu connue, donc ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose de spicy, quelque chose d'intéressant et que vous allez forcément aimer si vous aimez l'histoire et encore plus l'histoire des Noirs dans le monde, de la diaspora. Et franchement, je n'attendais vraiment pas à aimer autant. Vraiment, j'étais pas prête. Je continue. Cet ouvrage, fruit de nombreux mois d'études, reprend les documents de la région pour retracer l'histoire du peuplement afro-américain en Amérique centrale. On y découvre 4 cultures afro-américaines différentes, chacune d'entre elles servant de témoin à une étape du développement historique de l'isthme. Tout d'abord, je pense qu'il y a des termes que vous n'avez jamais entendus, isthme. Ouais, vraiment, je suis vraiment une mauvaise reviewer parce que j'ai même pas compris en fait ce terme. Je crois que c'est l'ensemble des pays d'Amérique centrale qui forment une certaine union, ou alors c'est juste un truc géographique. Mais vous allez voir par vous-même, isthme, I-S-T-H-M-E, ce que ça veut dire. Mais je crois qu'elle va un peu l'expliquer dedans. Mais je crois que c'est juste que je n'ai pas saisi ce que ça voulait dire et je n'ai pas cherché non plus parce que j'avais envie de faire ma première review, ma première book review et je me suis dit franchement je la fais maintenant quoi parce que c'est trop intéressant et déjà là je suis en train de passer un nouveau livre donc j'aimerais ne pas oublier ce que j'ai lu même si je pense que c'est plutôt inoubliable et vous faire la book review maintenant, comme ça je passe à autre chose et je vous fais la prochaine book review. Là, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle a fait énormément de mois d'études, c'est comme pour justifier son ouvrage, pour justifier ses dires, elle a besoin de dire qu'elle a fait beaucoup d'études. D'ailleurs, si vous lisez ce livre, vous allez voir que dans la bibliographie, il y a énormément de livres, ça veut dire qu'elle a lu énormément de livres. Vous allez voir par vous-même. Mais je pense qu'elle a utilisé autre chose que des livres aussi.
Mais il faut savoir que ces sources sont en espagnol. Donc si vous êtes hispanophone, go for it. Si vous voulez lire ce qu'elle a lu, lire dans les yeux de l'auteur, vous pouvez le faire en lisant quelques livres de sa bibliographie. Alors, on va vous parler donc des cultures afro-américaines différentes. Et moi, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'elle utilise le terme afro-américaine parce qu'on l'utilise souvent pour l'Amérique du Nord. Mais il faut savoir que pour eux, ce sont des Américains aussi. Et en restant trop dans le prisme nord-américain, on a l'impression que l'Amérique, c'est juste l'Amérique du Nord. Mais sauf que l'Amérique, c'est vraiment tout ce continent géant qui regroupe l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et c'est ce qu'on va étudier ici, l'Amérique centrale. Donc, elle dit qu'elle va vous parler de 4 cultures afro-américaines différentes et que elles vont servir de témoins oculaires d'une histoire qui est très importante pour l'Amérique centrale. Et on va voir un peu leur place, la place qu'elles ont. Donc, elle continue. Noir marron de Panama qui fuit dans la forêt tropicale l'esclavage du temps de la colonie espagnole, noir anglophone du Nicaragua et du Belize, qui accompagnent les pirates anglais au XVIIe siècle et se font bûcherons. Caraïbes noirs, déportés de leur île natale vers le Honduras lors de l'implantation européenne dans les petites Antilles à la même époque. Noirs jamaïcains, enfin, attirés par les perspectives attirés par les perspectives d'embauche qu'offrent les grands chantiers et les bananeraies du Panama et du Costa Rica au tournant de notre siècle. Raconter l'histoire et la culture des Afro-Américains d'Amérique centrale, c'est apprécier l'importance de leur apport dans la formation économique et sociale d'une région dont on reconnaît enfin les caractéristiques multiculturelles et pluriethniques. Vous avez aimé ce soft spoken? De toute façon, ça va être vraiment ça, en fait, sur ma chaîne. Je vais faire que du soft spoken parce que, franchement, j'aime pas trop tout ce qui est chuchotement. J'aime pas trop mes chuchotements, du coup, que du soft spoken, un peu de tournage de page. Et puis, vous allez apprécier, je pense. Donc, franchement, j'espère que cette lecture vous a un petit peu aidé à vous imprégner de tout ça. On vous dit par la suite qu'Ève Desmazières a fait des études littéraires et graphiques, qu'elle a enseigné pendant 6 ans dans une imprimerie à Managua, au Nicaragua, et elle a fait énormément de voyages d'études dans la région sur le thème des cultures afro-américaines. Donc c'est ce qui la botte. Elle kiffe parler des cultures afro-américaines, lire, écrire sur les cultures afro-américaines. Donc sur la couverture, vous allez voir les cultures noires d'Amérique centrale en gros en noir. Il y a une image qui ressemble un peu à une carte postale. On y voit en arrière-plan des pâtés de maison. Puis un peu plus au centre, mais à droite, 2 grandes maisons qui sont, elles sont toutes sur pilotis. Et on voit des noirs, quelques noirs marcher un peu partout, des noirs devant leur maison. Et on a l'impression que ça va être une histoire assez réjouissante où les noirs auront voilà, des foyers. Ils sont plutôt bien habillés. Ils sont habillés un peu à l'européenne. Et donc, on a l'impression qu'on va vous faire le récit des cultures noires, mais d'aujourd'hui, ou plutôt d'une certaine période où ils ont vécu correctement, où ils vivaient bien, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas.
Mais, voilà. Alors que l'histoire est toute autre, même si elle parle beaucoup de tout ce qui est richesse de la culture noire et les apports de la culture noire, on va voir qu'il n'y a pas forcément du positif, sachant qu'elle remonte à l'esclavage. Donc vous allez vraiment voir un peu l'ensemble. À la fin du livre, il y a la table des cartes, une table des cartes, ce qui veut dire qu'il y a plein de cartes dans ce livre. Cet ouvrage présente 11 cartes qui parlent tout d'abord de la géographie pour les deux premières cartes, puis des groupes amérindiens et afro-américains de nos jours, ce qui veut dire qu'on ne va pas parler uniquement des afro-américains, mais on va parler des indiens, des afro-indiens. Et franchement, je trouve que ça rajoute beaucoup de piment à son histoire, parce qu'on ne se consacre pas juste à une partie de la population, mais vraiment à un ensemble. Elle parle aussi des blancs latinos et des nord-américains, parce que les nord-américains, il faut savoir qu'ils ont une importance colossale dans l'histoire de l'Amérique centrale et dans l'histoire de l'Amérique latine. Ils sont limite la main de fer qui oppresse en fait ces peuples. Et on va voir en fait aussi comment les Européens les ont opprimés, et comment ils vivent ensemble en fait depuis l'esclavage à aujourd'hui. On parle aussi des villages de la côte Costa Arriba, qui sont des villages afro-indiens. On parle des créoles, des îles antillaises, et en gros des apports des Antillais à l'Amérique centrale. On va vous parler du Costa Rica et de la côte de Talamanca, donc des Indiens, des Noirs et des Afro-Indiens qui vont y aller, puis des compagnies de bananes telles que UFC, United Fruit Company, qui va avoir une importance colossale au Panama notamment, parce qu'il va y avoir une construction du canal de Panama, et beaucoup de drames et beaucoup de trames aussi autour de ça. Donc les cartes sont plutôt bien présentées, voilà. Elles sont à taille de page, et le livre n'est pas très grand. Donc franchement, j'ai bien aimé, parce que moi je suis vraiment très nulle en géographie d'habitude, mais il faut savoir que les cartes, je les ai très bien comprises. Par exemple, la carte 9 qui vous parle des villages Garifunas. Les Garifunas qui est un peuple afro-indien, mais qui a une culture à prédominance africaine. Il y a d'autres peuples afro-indiens comme les Miskitos, je crois, si j'ai bien compris, ce sont des afro-indiens, mais qui ont une culture amérindienne. Donc il y a beaucoup de mélanges, et ces mélanges ont lieu lorsque les marrons vont aller fuir avec les Amérindiens, donc les indigènes, et vont être à dominance masculin en fait, et ils vont du coup se marier avec des Amérindiennes, et donc avoir des enfants avec des Amérindiennes. Et en fait, on parle de mariage parce que, ayant fui un système esclavagiste et aussi provenant d'Afrique, le mariage a une importance colossale. Donc, ils vont forcément se marier avant d'avoir des enfants avec les Amérindiennes. Mais c'est pas tous les peuples qui ont été comme ça. Ils vont du coup être cannibales. Enfin, ils vont manger du coup leurs victimes, comme certains Européens de l'Est avant. Vous voyez ceux-là les Vikings, tout ça là, ils étaient cannibales. Et il y a aussi les Aztèques qui étaient cannibales et qui mangeaient
leurs ennemis, en fait, la chair de leurs ennemis. C'est comme s'ils voulaient un peu s'approprier la force de leurs ennemis. C'est comme s'ils les voyaient dignes d'être mangés, en fait. C'est un peu ça que les peuples cannibalistes pensent quand le cannibalisme est sacré dans un certain peuple et, euh, et que ça devient une norme. Dans l'histoire, le cannibalisme, c'est quelque chose qui n'est pas d'abord animé par quelque chose de sacré, par des dieux. Le cannibalisme, c'est d'abord quelque chose qui est de l'ordre de la survie. Et puis, il y a certains peuples qui vont décider d'oublier ça. Et il y en a d'autres qui vont décider de se l'approprier, de continuer à transmettre cette pratique et la sacraliser. Et je pense que les Caraïbes, c'est un peu ça, vraiment. Donc la carte 9 est du coup une carte qui va présenter tous les endroits où on retrouve des villages garefunas. Il y en a énormément, donc il y en a 54. Si vous lisez ce livre, vous allez voir un peu tous les villages garefunas sur la côte atlantique. Et vous allez voir qu'il y a une vraie culture afro-indienne qui n'est pas vraiment soupçonnée. On ne parle pas vraiment des mélanges afro-indiens, on parle surtout des mélanges afro-blancs, afro-latinos, etc., etc. Mais jamais j'ai entendu parler des mélanges afro-indiens. Franchement, pour moi, les Indiens, même, quand je dis les Indiens, je parle les Indiens d'Amérique, comme ils les appellent, et les Indiens d'Inde. Moi, je ne voyais pas ça possible parce que pour moi, ils n'étaient pas intéressés par les Renois. Mais l'histoire dit autre chose, donc franchement, j'aime beaucoup me documenter et apprendre des nouvelles choses grâce à l'histoire. Donc, je vais d'abord vous lire l'introduction, mais avant de vous lire l'introduction, je vais vous parler des chapitres un peu. Donc le chapitre 1 parle des Caraïbes péninsulaires. Donc dans ce chapitre, vous allez voir un peu tout ce qui est région, ceux qui habitent dans cette région et l'histoire un peu globale des régions. Donc des régions d'Amérique centrale. On va vous parler aussi de nos jours. En gros, elle flirte un peu, F.D. Mazer, avec le temps de l'esclavage, le post-esclavage, donc la colonisation de nos jours. Et elle flirte assez bien avec, si bien qu'elle se brûle les ailes, parce que je trouve que des fois c'est un peu désordonné, on ne comprend pas trop son mode d'écriture. Mais je trouve que pour une personne assez novice comme moi en livre d'histoire, je trouve que c'est très bien expliqué quand même. Ensuite, on va vous parler des marrons du Panama, mais pas seulement des marrons du Panama. On va vous parler aussi des Noirs de Belize, de comment ils ont réussi à s'échapper et aussi du fait que vous allez voir que du début de l'esclavage à la fin de l'esclavage, il y a toujours eu des rébellions d'esclaves, il y a toujours eu des marrons. C'est juste que ça a commencé à alerter beaucoup plus quand ça a été des révoltes de groupes, quand ça a été des fuites de groupes et quand les marrons ont commencé à vraiment bien s'établir dans la forêt, créer leur village, et c'est là où vraiment ils ont commencé à être vus comme des dangers. Puis on vous parle des créoles du Nicaragua et du Belize, donc surtout les créoles à la base c'est les blancs, puis ça va être les créoles de couleur qui sont les Antillais, mais les Antillais viennent beaucoup plus tard, même si on va un peu les mentionner, hein. Mais
En fait, on les mentionne un petit peu dans tous les chapitres, mais le chapitre dédié s'appelle Les pionniers afro-antillais du Costa Rica et du Panama. Quand on vous dit afro-antillais, c'est parce que les Blancs aussi sont considérés comme les Antillais. Les Blancs qui vivent dans les plantations, les colonies, ce sont des colons antillais du coup. Et avant ça, dans le chapitre 4, on vous parle des Garifunas. Donc là, c'est vraiment, vraiment centré sur les Garifunas. Et vraiment, on va voir un peu leur culture. Elle va aussi, ce qui est tellement bien dedans, ce qui rend cette lecture très vivante, c'est qu'elle elle va aussi dire quelques mots de langage des Garifunas. Et on va voir que les Garifunas, en fait, ce sont des descendants de Caraïbes. En gros, c'est un mélange de Caraïbes et d'Amérindiens. Les Caraïbes qui sont des Noirs, en fait. Et les Amérindiens qui sont les Amérindiens, je ne sais plus c'est lesquels, mais voilà, c'est un mélange. Et on vous dit, elle vous parle d'Ulysse Noir, donc moi j'ai pas très bien compris pourquoi Ulysse Noir. Si vous avez déjà lu ce livre ou si vous le lisez, dites-moi pourquoi elle a appelé ça comme ça. Peut-être parce qu'ils voyagent, sûrement parce qu'ils ont beaucoup voyagé, parce qu'ils se sont établis un peu partout sur la côte atlantique. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'imagine un petit peu. Et page 217, la bibliographie. Mais les pionniers, vraiment, c'est quelque chose, ça m'a choqué à quel point les Jamaïcains surtout ont été une grande aide pour les pays d'Amérique centrale et à quel point ils vivent assez mal dans les pays d'Amérique centrale aujourd'hui. C'est pour dire que vraiment, c'est pas parce que tu as donné quelque chose à un certain pays, tu as fait un apport à un certain pays ou à plusieurs pays qu'on va te considérer. Et vous allez voir un peu les batailles des Noirs antillais et des Jamaïcains. Donc des Noirs de langue anglaise, c'est comme ça qu'on les appelle. Et vous allez voir à quel point ils sont fascinants. Vraiment, c'est choquant. Moi quand j'entends Jamaïcain, à la base, ce qu'on nous apprend, c'est des Rastafari, ce que j'aime beaucoup de leur culture. D'ailleurs, du coup, c'est leur spiritualité Rasta. Mais c'est aussi tout ce qui est main-d'œuvre et tout, en vrai. Hein. Les Jamaïcains, ils sont très très forts. Ils ont carrément ouvert des écoles et tout en Amérique centrale. C'est pour dire que leur rapport était très important, très très important, non seulement en main-d'œuvre, mais aussi en éducation. Et on les a même pas remerciés pour ça. Enfin, à peine, à peine. Parce que ce qu'ils leur ont donné, ça a eu une date de péremption, tout simplement. Mais ce qui est très drôle, c'est que les peuples afro-antillais, justement, que ce soit des Antilles anglaises, espagnoles ou françaises, ils sont très mal jugés. On dit qu'ils sont fainéants alors que c'est eux qui ont construit, qui ont tout construit en fait. Certes, il y avait les ordres des colons, mais sans eux, il n'y aurait rien eu. Il y aurait eu bien sûr qu'il y aurait eu des choses, il y aurait eu tout ce que les Amérindiens ont construit, mais il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc franchement, je pense que c'est le moment de demander réparation, vu tout ce que les Jamaïcains et les Noirs ont fait, et de vraiment se protéger juridiquement et vraiment gagner les batailles juridiques. Et les Martiniquais, qui ont été d'un apport important en Amérique centrale, ont déjà commencé depuis longtemps en fait les batailles. Il y a aussi les Haïtiens avec le procès du Petro-Caribé. Et les Martiniquais, c'est surtout tout ce qui est chlordécone, mais ils demandent aussi la réparation actuellement, les réparations de l'esclavage. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas haïtiennes qui demandent à ce qu'on leur donne, qu'on leur rende en fait l'argent
que Dessalines a dû donner aux anciens esclavagistes parce qu'il a interrompu l'esclavage. Donc ces réparations sont impératives. Ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est vraiment le fait que Desmazières ait parlé de toute la mystique, de toute la spiritualité autour des peuples afro-amérindiens, comme les Califunas, et de tout ce qui est noir déporté. Donc il y a un très court sous-titre qui parle d'une divinité africaine qui a suivi les Africains lors des déportations. Il s'appelle Anansi, et ce Anansi, je l'ai connu avant. Pourquoi? Parce que j'ai regardé American Gods et il était dedans. Et franchement, j'aime trop Anansi. Vraiment, j'aime trop sa personnalité. En fait, dans la série, à un moment, il y a une partie où on voit les Noirs, les Africains, dans les cales d'un bateau négrier. Dans ce bateau, en fait, ils sont enchaînés et il y a un des Africains qui commence à invoquer, je ne sais plus s'il invoquait une autre divinité, mais je pense qu'il invoquait aussi Anansi. Il l'invoquait dans sa langue. Et à un moment, on voit une araignée, en fait. Et Anansi, sa représentation, enfin son animal, insecte, c'est l'araignée. Et en gros, Anansi, qui est du coup humanoïde, on le présente. En fait, j'ai l'impression dans l'histoire globale de l'humanité, toutes les divinités sont assez humanoïdes. Il faut qu'elles nous ressemblent. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on s'identifie plus facilement aux choses, en les humanisant. Donc, Anansi, un homme noir, qui est habillé un peu comme dans les années... Comme les années 1800 un peu. Hein. Je crois qu'il a une montre à gousset, des trucs comme ça. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein. Je ne connais pas trop l'histoire des Européens. Mais il a une certaine manière de s'habiller. Enfin, c'est pas une manière africaine de s'habiller, tu vois. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire là-dessus. Mais logiquement, il aurait eu une tenue africaine traditionnelle qu'on donne surtout au roi. Donc je comprenais pas trop pourquoi il n'avait pas une tenue africaine. Mais ce qui montre que Anansi, lorsqu'il a été, il a accompagné les Africains qui le vénéraient, bien sûr, il a dû aussi s'adapter parce que les divinités en fait s'adaptent au peuple. Donc il a dû s'adapter à ce que les Africains vivaient. Donc il n'était pas en caleçon comme les esclaves, mais il s'habillait en fait comme les Noirs qui ont survécu à l'esclavage. Il était vraiment habillé comme un blanc en fait. Donc ce qui est très bizarre en fait. Mais j'imagine qu'il a été européanisé, ou eurocentré, puisqu'il il a subi la déportation comme les Africains, quoi. Donc je vais vous lire l'introduction pour finir, ce qui est très intéressant parce que d'habitude on commence par l'introduction, mais là c'est pas comme d'habitude, bien entendu, parce que c'est Fionassi tout simplement. Donc je vais vous lire l'introduction maintenant. En ces circonstances assez singulières et dont le récit n'appartient pas tout à fait au cadre de cet ouvrage, je me trouvais au mois d'octobre 1991 en compagnie du président de la République d'un pays d'Amérique centrale. Notre conversation, d'abord amène, c'est pas le mot amène, hein, mais le verbe amène,
porta un temps sur mes voyages et mes recherches, puis le papa du président me demanda de lui expliquer le chapitre de mon manuscrit relatif aux Noirs de son pays. Je lui parlais avec chaleur de l'incroyable saga des Garifunas ou Caraïbes noirs. Cette ethnie née sur une petite île des Antilles au XVIIe siècle de la rencontre entre les Indiens Caraïbes et les Noirs marrons. Ah, donc je me suis trompée, les Caraïbes en fait c'est des Amérindiens. Et donc c'est les Noirs marrons en fait qui se sont mélangés, d'accord. My bad, je connais pas très bien mon sujet, mais c'est ma première vidéo book review, donc soyez indulgents. S'opposant avec vaillance à la colonisation de leur territoire par les Anglais au XVIIIe siècle, ils furent vaincus et déportés jusqu'à la côte septentrionale du Honduras en 1796. L'histoire en est fascinante, l'une des plus belles parmi toutes celles que relate le présent ouvrage, étonnante aventure où s'impose la dignité d'un peuple ballotté par l'histoire. Quand elle dit l'histoire, c'est vraiment à ne pas prendre sur le pied de la lettre, parce qu'elle parle de l'histoire avec un grand H, sauf que les Africains avaient une histoire, les Amérindiens aussi, avant les Européens. Donc, ils n'ont pas toujours été ballottés, comme elle dit, par l'histoire. C'est totalement faux. Donc, d'un continent à l'autre, d'un empire à l'autre, ce qui est très intéressant parce que les Africains aussi avaient des empires. L'empire du Mali, l'empire égypto-nubien, ou plutôt kamite-nubien, et tant d'autres empires en fait. Il y avait l'empire du Ghana aussi, j'en suis sûre qu'il y en avait d'autres. Donc vraiment les Africains vivaient en empire, suivant les périodes de l'histoire en fait. Donc les Africains sont bel et bien dans l'histoire, et les Africains ont leur histoire à eux. Et l'histoire qu'on nous apprend est souvent eurocentrée. Donc l'histoire qu'on nous apprend est l'histoire européenne du monde en fait. Ce n'est pas l'histoire du monde vraiment. Ce n'est pas l'histoire non plus avec un grand H. C'est juste l'histoire racontée par les oppresseurs. Continuons. Qui, toujours a su, dans sa rage de survivre, reprendre racine sur des nouvelles terres. Ce qui est très intéressant parce que c'est vrai, les Amérindiens et les Africains, les Noirs marrons, se sont toujours adaptés. Et c'est très intéressant, impressionnant comment ils ont réussi à s'adapter aux conditions très très compliquées du marronnage, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui périssaient pendant la lutte de la survie qu'implique le marronnage. Et donc tous les survivants, franchement, je sais pas comment ils ont fait, mais je vis dans un endroit où il y a beaucoup de marrons en fait. Donc franchement, je suis fière d'en parler. Moi, je ne suis pas marron, il faut savoir, mais voilà, j'ai atterri en septembre dans un endroit où il y a des marrons et je suis contente. J'aimerais tellement aller voir de moi-même ces personnes, aller parler avec elles, voir un peu leur culture, passer du temps avec eux, tout simplement en respectant leur culture et en m'intégrant tout simplement. Vraiment. Le papa du président m'interrompit soudain assez brutalement, au mépris même des règles de la bienséance. Mensonges, balivernes, inventions et mystifications, les Garifunas n'existent pas. Toute cette histoire n'est qu'un tissu de mensonges inventé par les immigrés jamaïcains pour se rendre intéressants. Je tentai, respectueusement, de lui faire comprendre son erreur, de remettre en place l'histoire, citant notamment les travaux d'une ethnologue nord-américaine qui retrouva dans les ouvrages coloniaux de Séville et de Londres la trace de
la trace de l'incroyable périple des Garifunas. Donc on a là une personne qui dit que les Garifunas n'existent pas, comme s'ils étaient une légende, donc des Jamaïcains. Donc les Jamaïcains, par rapport aux Garifunas, existent bel et bien, et les Garifunas seraient un mythe. Sauf que logiquement, dans l'histoire, les populations marrons et les Indiens se sont reproduits, ont fait une certaine progéniture qui a eu une certaine culture ou une autre. Donc, on a là une personne, donc, j'imagine qu'elle est blanche parce que les présidents n'étaient pas noirs, n'ont jamais été noirs en Amérique centrale, en Amérique latine. Cette personne n'est absolument pas d'accord avec leur existence. C'est comme si je suis née d'un peuple africain et on disait que mon peuple n'existe pas, soit parce qu'il a disparu, soit parce que c'est un peuple minoritaire, donc on n'y fait pas trop attention. Et on me dit, en fait, tu ne viens de nulle part, en fait. En vrai, tu es, je ne sais pas, tu es malienne, tu es wolof, et tu t'inventes des vies, tu vois. Ou alors, on me dit, tu es bamileke, et tu t'inventes des vies. Tu as inventé ce peuple. Et moi, je montre plein de preuves. Je montre l'écriture de mon peuple, je montre ma langue, je montre les livres de ma langue, et on me dit toujours, c'est faux, ton peuple n'existe pas. Ce qui est très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de villages Garifunas sur la côte atlantique. Et si vous lisez ce livre, vous allez voir qu'il y a énormément, mais énormément de villages. Vraiment, il y en a genre 53. Et 53, c'est énorme. Donc ça veut dire que la population Garifunas, vous allez aussi le lire dans le chapitre les Garifunas ou Ulysse Noir, et vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup de Garifunas. Et il y en a même qui ont émigré aux États-Unis. Donc les Garifunas, d'ailleurs, pour qui la culture africaine est très importante, vous allez le voir, ou si vous lisez un autre livre qui parle des Garifunas, ou si vous allez sur internet et que vous faites des recherches sur les Garifunas, vous allez voir qu'ils ne sont pas un mythe, et que donc avec cette personne qui ne juge pas possible que cette population existait, ça veut dire que cette population a eu un apport très important et est très importante, si bien que les Blancs le démentent et disent que c'est pas possible qu'elle existait parce que c'est pas possible de survivre au marronnage pour eux. Il y a de très infimes possibilités d'y survivre et aussi surtout de créer autant de villages, c'est totalement impossible. Donc peut-être que la couverture représente les villages Garifunas parce que je crois qu'ils ont vécu sur pilotis, mais ça peut représenter aussi les Jamaïcains parce qu'à un moment ils ont créé des habitations sur pilotis. Donc tous ces peuples noirs en fait ont une histoire en commun et vont apporter quelque chose. Et c'est beaucoup plus intéressant pour beaucoup de Blancs de nier leur existence parce que pour eux, c'est inadmissible que certains peuples aient survécu et que certains peuples aient pu exister puisque du coup, un mélange afro-indien, c'est pas possible dans les consciences. Et peut-être que dans sa conscience à lui, les Indiens et les Noirs n'ont pas pu se reproduire. Sauf qu'il y a énormément de peuples afro-indiens. Il n'y a pas que les Garifunas, il y a les Miskitos, il y a d'autres peuples encore. Et il faut rétablir la vérité. Et c'est ce que F. Desmazières va faire dans son livre. Donc, je continue. Le refus de la réalité de la part du papa du président, c'est le papa du président, tenait dans son obstination plus de l'aveuglement irrationnel que du manque d'information. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un manque d'information et qu'il sait bien qu'il y a des villages Garifunas, mais il est dans le déni. Et c'est ce que beaucoup d'oppresseurs font,
c'est être dans le déni face à ce qu'ils ont fait à certaines populations, ou être dans le déni de l'existence d'une certaine population ou d'une certaine pauvreté pour rester dans leur confort et rester notamment là dans leur confort de l'histoire. Ils se confortent à leur mensonge historique. Et Dr JFA, qui est un haïtien, un vaudoutologue, il a reporté une citation qui disait que l'histoire n'était qu'un tissu de mensonges. Ce qui est totalement vrai parce que l'histoire est racontée par les vainqueurs, entre guillemets, et notamment par les Blancs de chaque continent. C'est surtout les Blancs et les personnes très claires de peau qui racontent l'histoire et donc qui sont pris au sérieux. Et ce qui fait que il y aura énormément de mensonges parce que l'histoire est vue selon leur spectre à eux. Donc on voit là l'exemple d'un Blanc qui ne veut pas accepter la réalité qui est autre que son mensonge intégré et qui lui paraît être un mensonge, alors que c'est sa réalité à lui qui est un mensonge ou une semi-vérité qui n'est rien face à la réalité et la vérité. Très intrigué par une réaction de sa violence révélée viscérale, je tâchais d'en comprendre les motifs. Refuser d'admettre les circonstances de l'arrivée des Garifunas sur les côtes honduriennes, c'était nier leur origine, leur culture, leur histoire, leur identité, en les transformant en Jamaïcains. Le papa du président leur ôtait plus d'un siècle d'implantation dans le pays, puisque la migration noire venue des Grandes Antilles eut lieu principalement au début de notre siècle, attirée par l'embauche des bananeraies. Chassés de leurs îles par la misère, les Antillais furent parmi les plus humbles à leur arrivée en Amérique centrale. À ces ouvriers non qualifiés des plantations ou des grands travaux d'infrastructure, les pays d'hôtes refusèrent longtemps d'accorder la nationalité. Les Garifunas, eux, étaient centra-américains depuis le début du XIXe siècle. Enfin, traité de mystification, le récit de l'histoire des Garifunas, tel qu'eux-mêmes l'enseignent à leurs enfants, c'est affirmer que les Noirs sont des menteurs, des fabulateurs, qui trompent le tourisme avec des représentations folkloriques, inventées de toutes pièces, sans aucun fondement culturel. La position me parut d'autant plus paradoxale que le Honduras a beaucoup misé sur le tourisme ces dernières années, en particulier pour la côte atlantique habitée par des Noirs. Tiens donc. Parmi les attractions proposées, les groupes folkloriques des Garifunas figurent parmi celles de meilleure qualité. L'un d'eux a effectué de nombreuses tournées internationales. Comme je vous l'ai dit, ils ont émigré vers les États-Unis et sûrement vers d'autres endroits. L'autre est subventionné par le ministère de la Culture. Alors qui gruge qui? J'adore ce alors qui gruge qui. J'adore. Vraiment l'autrice là, j'apprécie. Mais en fait, on vous dit là en fait quelque chose de très intéressant. C'est que dans les archives nationales, les Garifunas existent bel et bien puisque tous leurs groupes sont subventionnés par le ministère de la Culture de beaucoup de pays. Donc les Garifunas qui sont sur la côte atlantique et qui sont majoritaires sur la côte atlantique avec d'autres Noirs antillais, d'autres Noirs et d'autres Amérindiens. Parce que les Garifunas, comme je vous l'ai dit, sont des métis afro-indiens. Donc, ils sont à la fois africains, donc ils sont avec les autres Africains, et ils sont aussi avec les Amérindiens. Mais ils ont une culture, rappelez-vous, africaine. Impossible, totalement impossible que cet homme puisse dire qu'il n'existe pas, puisqu'ils existent bel et bien. Et ce n'est pas une histoire. Justement, quand les touristes viennent, ils ne voient que des Noirs sur la côte atlantique. Parce que les Antillais ont émigré
Et on vous dit là, en fait, un peu plus haut, que les Jamaïcains et autres Antillais ne sont venus qu'au début du XXe siècle, alors que les Garifunas étaient déjà là au XIXe siècle. Donc ils étaient déjà le résultat depuis longtemps de ces mariages entre Noirs, Marrons et entre Amérindiens ou Amérindiennes. J'imagine aussi qu'il y a eu des mélanges entre femmes marronnes et entre hommes amérindiens. Et donc ce qui veut dire que les Garifunas étaient là avant les Antillais, avant que les Antillais jamaïcains notamment ne viennent raconter l'histoire des Garifunas. Est-ce que même les Jamaïcains parlent des Garifunas? En vrai, ce que cet homme important ici explique, c'est que les Jamaïcains ont parlé de l'histoire des Garifunas. Mais qu'est-ce qu'ils y gagnent finalement? Plutôt que de parler de leur propre culture, ils vont parler d'une autre culture qui n'a aucun rapport avec eux. Parce que les Garifunas sont un mélange de noirs antillais. Non, même pas. C'est même pas des noirs antillais, c'est des marrons. Donc des marrons qui sont d'Amérique centrale. Parce qu'ils sont venus avant, ils sont là avant les Antillais de Martinique, Guadeloupe et des Antilles anglophones. Donc ça n'a aucun sens qu'ils parlent de limite. Ce serait logique qu'ils parlent d'un peuple qui vient des Antilles et plutôt que d'un peuple qui était là, qui était le croisement de noirs marrons et de... Voilà, c'est vrai qu'il y a des marrons aussi dans les Antilles en général, mais ce serait pas logique parce que c'est un peuple marron qui existe en fait avant qu'il soit là en fait. Donc qu'est-ce que les Jamaïcains y gagnent? En plus, on confond entre les Jamaïcains et ceux qui racontent l'histoire des Garifunas. Ceux qui racontent l'histoire des Garifunas sont des Garifunas. Déjà, je dis mal Garifunas parce que ça se dit pas Garifunas. On dit le à ce R en fait, parce que c'est la prononciation caraïbe, des Indiens caraïbes donc on dit les Garifunas. Donc les Garifunas sont ceux qui racontent l'histoire des Garifunas. Dans l'histoire, elle va vous dire qu'en fait, même s'ils ont émigré, les Garifunas ont une culture très importante. La culture et la famille, le village aussi est très important pour les Garifunas. Donc ils continuent à donner de l'argent à leur famille, à participer aux célébrations. Et tous les villages de la côte atlantique participent. Que tu sois au Panama, au Belize, au Guatemala, tu vas participer aux célébrations. Et les gens vont voyager entre villages d'un pays à l'autre carrément pour participer aux célébrations. Donc, il y a là des formes migratoires micro et macro, parce qu'il y en a qui vont aller aux États-Unis, d'autres qui vont aller en Amérique latine. Donc, elles sont recensées, ces formes migratoires, forcément. Et tu as le ministère le ministère de quelque chose, donc parce que j'ai pas la citation ici devant moi, mais le ministère qui va recenser leur existence, notamment parce qu'il y a toutes ces formes migratoires et parce que ce sont des cultures d'Amérique centrale. Qu'est-ce que tu peux ignorer là-dedans? Donc, qui gruffe qui, comme dirait l'auteur. Donc, vraiment, c'est un texte que j'ai énormément aimé. Énormément aimé. Donc, on finit. Fruit de nombreux mois d'investigation, ce livre veut s'opposer à la vision excluante que diffusent les élites blanches et créoles sur les ethnies de leur pays. Donc c'est ça un intérêt en fait de nier l'existence de ces peuples et d'autres peuples probablement afro-indiens et d'autres peuples marrons, de nier leur existence. Mais l'histoire explique tout autre chose. Et donc, il va expliquer que carrément, ces peuples sont même plus importants que les peuples blancs, en fait, qui sont venus, en fait. Parce que eux, leur rapport était très positif, contrairement aux peuples blancs. Donc,
On va voir vraiment cette vision opposant les deux et tout au long du livre, on va voir cette opposition constante entre les élites blanches, qu'elles soient nord-américaines ou d'Amérique centrale, donc centra-américaine, ou un petit peu latine. Donc on va voir vraiment cette opposition constante qui va opprimer les peuples donc afro-indiens, africains et amérindiens. Prenant pour thème une région dont les caractéristiques pluriethniques et multiculturelles sont trop peu connues, trop peu reconnues carrément, il explique l'importance de l'apport des populations noires à son développement, tant sur le plan économique que culturel. Conçu comme un hommage, puisse-t-il rendre justice aux Afro-Américains d'Amérique centrale. Donc, F. Desmazières vous explique là qu'elle veut rendre justice à ces peuples qui sont à peine reconnus. Donc reconnaissance, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas vraiment donné grand-chose par rapport aux apports qu'ils ont eus à l'Amérique centrale, par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ils ont énormément aidé les compagnies de bananeraies, ils ont énormément aidé les compagnies du canal de Panama, la Canal Zone en anglais. Et le fait de construire un canal qui a fait énormément de morts chez les Noirs et surtout chez les Antillais, c'est extraordinaire comment les Noirs ont péri et ont subi toute cette ségrégation, tout ce racisme, alors qu'ils aidaient en fait l'Amérique centrale. Ils y allaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les Antillais ne sont pas venus en tant qu'esclaves, ils sont venus en tant que main-d'œuvre. Ils sont venus carrément. Il y a eu aussi une opposition entre Noirs à cause des élites blanches de l'époque et d'aujourd'hui encore. Donc j'aimerais pas trop vous spoiler. J'aimerais que vous fassiez votre propre lecture et que vous me disiez en commentaire si vous avez aimé cette lecture. Personnellement, j'ai pris beaucoup de temps à lire parce que j'étais un peu distraite par tout ce qui est réseaux sociaux, Netflix, etc. Mais franchement, en ayant fini cette lecture, je me suis dit, mais je vais beaucoup plus lire en fait. C'est trop bien de lire. Surtout des lectures historiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les lectures historiques, contrairement aux romans romantiques, etc., je trouve que les lectures historiques, elles ont tellement de flow, c'est abusé. Donc j'espère que j'ai pas trop crié dans vos oreilles. Et franchement, on se revoit pour un nouvel épisode, une nouvelle book review. On se dit hasta pronto, les booksters, et ciao. C'était Fiona C, ASMR à l'antenne.